Mon objectif, il est de servir mes clients, il est de créer une nouvelle classe d'actifs et il est de donner la possibilité à des professionnels du marché de l'art d'avoir accès à un cash flow, accès à des œuvres auxquelles ils n'auraient pas accès. Donc toi, t'es vraiment à l'affût. Un vrai furet. Est-ce que ta moustache t'aide à renifler les affaires Le gros nez et la grosse moustache. Ce qu'on va regarder, c'est les artistes qui ont une haute valeur artistique et une valeur financière un petit peu sous-valorisée, mais tout de même très établie. C'est comme si on achetait à Paris, à Oberkampf, à un moment où en fait personne s'y intéressait. Le marché de l'art n'a pas accès à la dette. Donc un marché qui n'a pas accès à la dette, c'est un marché fondamentalement artisanal. Je m'appelle Louis Daubouzy. Alors que j'ai à peine 20 ans, j'apprends que je ne pourrai plus jamais marcher. Je comprends alors que je vais devoir gagner de l'argent pour avoir au moins le même niveau d'autonomie que n'importe qui. Je crée ma première société, que je développe jusqu'à 250 salariés, avant de la revendre. Depuis, je suis fasciné par ce qui motive les gens à agir. Être dans l'action, partout, tout le temps, c'est ma devise. C'est pourquoi j'ai créé le podcast Cut the Crap. J'invite des gens passionnants et passionnés, des personnes dont le regard s'anime quand elles parlent de leur travail, leur passion ou du projet de leur vie. Bref, des gens qui incarnent l'action et la passion. J'aborde leur parcours en leur posant des questions provocatrices et non conventionnelles. C'est ça, Cut the Crap. Bonne écoute. Arnaud, je suis ravi de te recevoir. Merci beaucoup de ton invitation. Tu peux te présenter en 2 mots ? Ouais, je m'appelle Arnaud Dubois, j'ai 37 ans, j'ai fondé une société de conseil en achat-vente d'œuvres d'art il y a un peu moins d'une quinzaine d'années et j'ai rencontré il y a un peu moins de 2 ans et demi, quelque chose comme ça maintenant, un type assez formidable qui s'appelle François Carbone, qui était fondateur d'Anaxago, et ensemble on a créé une société qui s'appelle Matisse. Matisse, c'est une société d'investissement dans les œuvres d'art. C'est une plateforme qui permet à des investisseurs particuliers, professionnels, de diversifier leur patrimoine et d'investir dans des œuvres d'art, un marché de l'art international, contemporain, plutôt 20e siècle. À partir de combien ? À partir de 20 000 euros, c'est un peu la particularité, c'est que le marché de l'art, il nécessite 3 grandes qualités quand tu as envie de te positionner dessus. Il faut des moyens financiers conséquents, il faut de l'expertise du réseau. On a l'expertise, on a le réseau, on rencontre des clients qui ont de l'argent, mais je comprends assez bien qu'ils n'aient pas envie de mettre 2 millions d'euros tout seul dans un soulage. C'est beaucoup d'argent sur une seule classe d'actifs, et donc on va leur permettre de se diluer à travers des club deals à partir de 20 000 euros dans un nombre de pièces conséquentes. On essaie d'apporter à peu près un deal par semaine. Donc vous achetez l'œuvre, vous la mettez dans une SAS. C'est ça, un SPV, c'est exactement ça, une société. Et vous revendez les parts. Et on émet des obligations. On émet des obligations et les clients, à travers la plateforme, peuvent souscrire directement aux obligations à partir de 20 000 euros. Donc je ne suis pas propriétaire, mais je détiens en fait des obligations. Ouais, on détient une obligation. Alors on aurait pu le faire, j'aime bien parce que ça attaque dans le dur tout de suite. Alors ça aurait pu être fait sous forme d'action, mais pour des raisons fiscales, on l'a fait sous forme d'obligation convertible en action, et il y a une prime de non-conversion lorsqu'on revend l'œuvre d'art. Soit on dilue la société et on partage les bénéfices avec les clients. Voilà. Comment tu sources les œuvres ? Alors c'est probablement le plus grand sujet parce que bien revendre, c'est d'abord bien acheter. Pardon, je suis très simple, moi, une espèce de bon sens paysan que j'essaie de m'appliquer dans mon quotidien, et je moins dans une optique de spéculer sur les marchés à venir plutôt que bien acheter directement. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est battre le marché à l'achat. Bien acheter, c'est déjà bien revendre. Donc on source les pièces dans les lieux où on les rencontre, c'est-à-dire directement chez des clients particuliers, chez des professionnels du marché de l'art, des marchands, des galeristes, et également en société de vente aux enchères, puisque les ventes aux enchères de manière internationale voient passer un volume de pièces conséquent. Et puis parfois il y a des bonnes affaires à faire, et nous on est là. D'accord. Donc toi, tu es vraiment à l'affût. Un vrai furet. Ouais. Un renard. Ouais, on est là pour ça. On est là pour ça, repérer les opportunités, et c'est la première activité. Est-ce que ta moustache t'aide à renifler les affaires Le gros nez et la grosse moustache, écoute, est-ce que ça m'aide à renifler les affaires ? J'en sais rien, mais effectivement, je suis un peu prisonnier de cette moustache. Comme des capteurs. Oui, c'est ça, sensible. Écoute, je suis un peu prisonnier de cette moustache parce que lorsque j'ai commencé à travailler, je sais que c'est du sujet un peu annexe, mais qui vous intéresse.
lorsque j'ai commencé à travailler, même si j'avais fait des études supérieures en histoire de l'art, en marché de l'art, en gestion de patrimoine, lorsque j'ai commencé à bosser, on me demande mais d'où est-ce que tu viens, quel est ton milieu, est-ce que tu as de l'argent, est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont des œuvres, est-ce qu'il y a un entre-soi social, J'avais à peu près rien de tout ça. Rien de tout ça, et donc c'était compliqué pour moi, et je me dis, mais tiens, pour qu'on arrête de me poser la question de la légitimité de mon expertise à travers mon âge, eh bien, je me suis laissé Parce que poser tu une lances ta moustache. boîte à 24 ans. Ouais, quelque chose comme ça, 24, 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, pour détourner la question, je me suis laissé pousser à la moustache. Il y en a qui ont choisi les chaussettes rouges comme le pape. Et bien pour moi, c'était la moustache. Et effectivement, un nombre de clients mais très conséquent me posait la question de ma moustache. Ça a complètement étourdi les discussions. Ça a changé le débat de place. Et donc la confiance, si tu veux, c'était ah oui, c'est vrai, votre sujet, achetez ça. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais on pourrait m'en vouloir aujourd'hui. Je sais que j'ai des clients, j'avais essayé de me la raccourcir un petit peu, et puis ils m'ont emprisonné, ils m'en ont voulu, donc c'est presque pour leur faire plaisir que je la garde finalement. Comment ça se passe? Tu as des ordres de grandeur à nous donner? Tu rencontres, j'en sais rien, 100 galeristes. Tu fais 5 ventes aux enchères par semaine. J'aime beaucoup des questions qui sont très sharp et très directes, donc on voit tout de suite que tu as très bien compris et saisi le modèle économique. Effectivement, notre activité de sourcing sur peut-être Donc, tu as une vente aux enchères où il va y avoir un ensemble de ventes aux enchères, il va y avoir 1 millier de lots. Sur 1 millier de lots, on va avoir un comité d'acquisition qui va en repérer peut-être 80 sur lequel il va suspecter qu'il y ait une éventuelle opportunité. Ensuite, ça passe par un comité qui est la due diligence, l'authenticité de la pièce, est-ce qu'elle est au catalogue raisonné, quel est l'état du marché, quels sont les galeristes qui sont derrière. Et puis ça vient écrémer. Et puis ensuite, on vient se positionner pour éventuellement enchérir sur l'œuvre. Sur tous ces lots, je pense qu'il doit y en avoir sur les 100 qui passent ou sur les 80 qui doivent passer à 40. Si on en achète 5, on est content. Entre 5 et 10, on est content. Tu as 80 opportunités. Enfin, à l'intérieur, tu as potentiellement 1 ou 5 opportunités. Alors, la question que tu poses, si tu me permets de la reformuler, elle revient à se poser la question comment se forme la valeur dans le marché de l'art en général, et comment est-ce qu'on va déterminer l'opportunité, puisque c'est est-ce que c'est un bon achat finalement. Est-ce que c'est ça, à peu près? Alors, sans rentrer dans des discussions trop complexes, trop vite, la valeur de l'art, elle se crée au carrefour des institutions culturelles et des institutions financières. C'est-à-dire que les institutions culturelles, les musées, font office de prescripteurs de la valeur artistique. D'accord? Il nous dit si un artiste qui rentre dans un musée est un artiste, est-ce que c'est une œuvre importante? Oui, non. C'est ce qui nous permet de hiérarchiser la valeur artistique, j'entends, et de dire que si Frans Hals a du talent, Titien a du génie. Voilà, c'est 2 portraitistes, mais il y en a un qui est fantastique. Voilà. Et ça, c'est le musée qui va le définir. Ensuite intervient les professionnels du marché de l'art, les galeristes, les marchands, les fondations d'art, qui ont aussi un rôle entre l'acquisition, le musée et l'activité marchande, puisqu'elle peut aussi revendre, etc., qui, elle, va donner un prix. J'aime bien citer ça, mais Adam Smith, en son temps, comparait la main invisible avec le marteau du commissaire-priseur. Il y a un instant T de marché, un prix de marché, et donc l'œuvre vaut tant, et le marché est établi au moment où le marteau tombe. Donc, pour revenir à ta question, notre boulot, il consiste à mettre en lumière la valeur artistique et à identifier la valeur la plus précise possible de marché pour un artiste. Alors évidemment, sur des artistes où il y a une production qui... La valeur, pardon, je te coupe, artistique, c'est... Elle est assez intangible. Alors, pas tant que ça. Ou c'est une valeur que tu définis en rapport avec un marché? Non, alors elle est complètement indépendante du marché. Et c'est en ce sens que c'est complexe. C'est-à-dire que le marché a ses propres codes, la valeur artistique a ses propres codes, mais il se trouve que dans une majorité des cas, et heureusement, ce qui vaut cher, c'est ce qui est bien. Et évidemment, il arrive de se retrouver avec des artistes qui ne sont pas dans les musées, qui ne sont pas nécessairement des artistes reconnus
par les institutions et qui valent très cher. Alors pour nous, ça c'est un warning et on n'y va clairement pas. L'inverse est également vrai. Il y a des artistes fantastiques sur lesquels il y a très peu de marché. Mais on n'y va pas non plus. Alors on va le regarder, on va se dire, tiens, si demain le marché s'organise... exemple, Henri Michaud, il a écrit La Nuit remue en 1926, l'exposition Zaouki qui a eu au musée d'art moderne de la ville de Paris il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans maintenant, était une exposition dont le premier tableau de Zao était un hommage à Henri Michaud qui explique, et tous les grands artistes abstraits des années 50, dont Soulages, etc., ils en sont tous très reconnaissants parce que c'est un artiste qui, lui, s'est engagé dans une voie de l'informel dès les années 20, dès les années 30. Donc c'est quelqu'un qui a 20-30 ans d'avance, un artiste qui est pluridisciplinaire, écrivain talentueux, il a refusé d'entrer dans la Pléiade, enfin c'est une espèce de rebelle comme ça incroyable qui a expérimenté beaucoup de choses et qui a fait un corpus de dessin et de peinture fantastique. Je te conseille notamment les dessins sous mescaline, ce qu'on appelle les dessins mescaliniens, où effectivement il prend, ou hachichien, où il prend des drogues pour s'intéresser aux écritures, enfin, une espèce de dessin automatique comme ça, avec une idée du subconscient ou de l'inconscient qui viendrait prendre la place. Donc, tout ça, c'est des considérations artistiques, mais l'artiste est important, tout le monde le sait, mais il n'y a pas de marché organisé derrière, il n'y a pas de catalogue raisonné, etc. On est sur une œuvre qui est complexe, pas assez internationale, donc pour revenir à la question, voilà, c'est un artiste sur lequel, pour le moment, on regarde, on voit, mais il y a très, très peu de chances un jour qu'on se positionne sur un artiste comme celui-ci. Ce qu'on va regarder, c'est les artistes qui ont une haute valeur artistique et une valeur financière un petit peu sous-valorisée, mais tout de même très établie. D'accord ? C'est comme si on achetait à Paris, mais qu'on aurait acheté, pas moi, à Oberkampf, à un moment où en fait personne s'y intéressait. Voilà. Et on a connu dans cette partie peut-être un peu plus centre-est parisien des augmentations fortes du prix de l'immobilier ces dernières années. Voilà. Mais on n'irait pas nécessairement acheter ni dans le Marais, voilà, parce que c'est trop cher. C'est déjà trop cher. Donc on s'intéresse à ça, on regarde ces artistes-là, et puis il se pose aussi une question, c'est comment valoriser financièrement, précisément, le prix de l'œuvre. Et ça, c'est un petit peu abstrait pour des gens qui ne sont pas dans ce marché, mais c'est très concret pour nous. Je vais te donner un exemple ou deux. Tu prends Picasso. À ton avis, combien est-ce que Picasso a fait d'œuvres ? Est-ce que tu as une idée ? Des dizaines de milliers, il a fait plus de 50 000 œuvres. Tu prends un Warhol, il a fait 70 000 œuvres. Tu prends les records du monde de l'un et de l'autre, ça dépasse les 200 millions de dollars. Mais ça, c'est sans lithographie. Ah non, non. Unique. Alors, effectivement, tu peux inclure de la... non, ça peut être des œuvres uniques. Et puis, pour ce qui est de Warhol et de Picasso, ils ont un nombre de dessins, de papiers. Et puis, Warhol travaillait la sérigraphie de manière unique. Je pense aux fleurs qu'il fait. Vous pouvez taper, amusez-vous, sur votre ordinateur. Vous tapez Flowers, Andy Warhol, Google Images, 64-65, et vous allez voir des centaines de fleurs. Et là, c'est intéressant pour nous parce qu'il y a un niveau d'interchangeabilité des œuvres qui est extrêmement important. Les études de Chamberlain, je crois que c'est dans les années 50, sur la théorie de la concurrence monopolistique, montrent qu'un bien est échangeable par rapport à un autre en fonction de sa valeur d'usage. Et que potentiellement, si un Picasso vaut un Warhol, pas d'un point de vue artistique, mais en termes de trophée pour le collectionneur, alors on pourra échanger un Warhol avec un Picasso alors qu'ils n'ont absolument rien à voir. Ça, c'est sur un marché très haut de gamme. Mais sur un marché plus classique, 100 mètres carrés à Paris, en fonction du quartier, vous savez très bien combien est-ce que ça vaut. Alors, il y a des appartements un peu plus contigus, il y en a d'autres avec des volumes un peu plus larges, mais globalement, on va être à 12 000 et quelques du mètre. Et puis, en fonction du quartier et de la hauteur sous plafond, rez-de-chaussée, dernier étage, etc., on a des bases qui sont assez précises parce qu'il y a un track record, parce qu'il y a des notaires qui donnent des prix et ça vous donne un prix au mètre carré, vous faites des moyennes. Mais le marché de Warhol, c'est un marché qui a 70 ans. C'est 70 000 œuvres. C'est des dizaines de milliers de résultats de vente sur des œuvres qui sont extrêmement interchangeables l'une de l'autre, ne serait-ce que formellement. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des études économétriques, on se positionne à 20 ans en arrière, on regarde l'évolution des prix de Warhol en général, de ses œuvres en particulier, et nous, assez précisément, des fleurs de Warhol de 20 cm par 20 cm, on sait exactement combien ça vaut en fonction de la couleur.
C'est réglé comme du papier à musique. Donc pour nous, quand on se positionne sur ces actifs, on sait si on est dans le marché, au-dessus du marché, en dessous du marché. Notre boulot, c'est d'acheter à 7 000 € du mètre carré. Très clair. T'achètes l'or 1 million. Ouais. Qui la détient? Alors c'est le SPV. C'est la société. C'est la société qui achète... Stocké où? Alors c'est tout là l'intérêt de notre activité, c'est que si on veut apporter un TRI le plus conséquent possible à notre client, on a le moins intérêt possible à conserver l'œuvre d'art, ou la conserver le moins longtemps possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois que la pièce est achetée, elle est directement conduite chez un revendeur. Le marché de l'art, c'est 3 métiers: sourcer, acheter, vendre. Si on source que nos clients achètent, eux savent vendre et distribuer les pièces dans les meilleures conditions possibles, comme personne ne saura revendre ça. Personne sait mieux revendre une Porsche que Porsche. Je blague un petit peu, mais c'est un peu ça. Donc on va aller se diriger sur des artistes dont le marché est global. On va aller se positionner sur les meilleures galeries à travers le monde et on va leur confier des œuvres, autant d'œuvres qui n'ont pas sourcé, autant d'œuvres qui n'ont pas acheté, et Dieu sait que le cash est cher, en ce moment particulièrement. Donc nous, on vient les voir avec des dizaines de millions d'euros d'œuvres et d'argent non dépensé. Donc eux se dérisquent, ils n'immobilisent pas leur cash, qu'ils peuvent utiliser pour développer leur boîte, qui leur coûte cher, à l'étranger, dans un moment qui est difficile. Donc on leur confie ces pièces. Par contre, en échange de la vente, ils vont partager leur plus-value. Donc nous, sur un tableau qui coûte 1 million et qui est acheté à New York, dont le marchand est américain, dont le marchand est allemand par exemple, eh bien, on l'achète et on dit à l'allemand, le tableau est là-bas, va le chercher. Et en fait, ça va lui coûter 2000 balles de transport sur un tableau à 1 million. Pour lui, c'est $1. C'est 1 million d'euros qu'il n'a surtout pas immobilisé. Par contre, c'est 600 000 de marges qui vont être opérées, qui vont être partagées entre notre investisseur et notre marchand. C'est quoi le TRI moyen? Alors, le TRI moyen, on peut te donner ce qu'on a fait, et notre TRI moyen recherché, c'est un TRI à 2 points sur des durées de détention qui sont à peu près 2 ans, entre 1 et 3 ans. J'aime dire, pour être large, entre 1 et 3 ans. La société Matisse existe depuis novembre 2023. Donc c'est une société qui est assez récente, mais nous on a un track record de 700 pièces en amont. On a fait plus de 700 transactions depuis que j'ai créé ma société. Donc finalement c'est une sorte de prolongement de ma boîte, sauf qu'elle est opérée de manière industrielle. Au lieu d'avoir un client individuel qui dit tiens je mets 300 000 € pour acheter une pièce, voilà, là on a un client qui vient gagner en sécurité et qui peut faire beaucoup plus de deals et gagner en liquidité parce que... Toi, tu as arrêté ton activité de consultant? Ouais, totalement. Ouais. Totalement. Alors, on suit les œuvres... on a le nom a changé puisque c'est une société qui s'appelait Arnaud Dubois Associates. Elle s'appelle maintenant Standard Advisory et c'est une société qui est gérée par une nana formidable qui s'appelle Alexandrine Awawini et qui est staffée, qui a une équipe. Voilà, elle fait ça très bien. D'accord. Donc 2 ans de durée. Durée de détention moyenne 2 ans. Alors les deals qu'on a fait sur un peu plus d'une vingtaine de transactions à ce jour, alors, je crois qu'on est arrivé avec 2 sessions. La première, elle fait 42% net de TRI et la deuxième, elle fait 110% net de TRI. Net de caride, pardon. 42% net de caride et 110% net de caride. C'est des rémunérations qui sont élevées de manière absolue et de manière relative sur des durées de détention qui sont courtes. Après, c'est pas ce qu'on vend. Nous, on vend du 2 chiffres sur une durée entre 1 et 3 ans. Voilà. D'accord, donc vous prenez des fees, ouais. Un caride. Exactement, il y a 10% à l'entrée qui permettent de faire fonctionner la structure et puis payer un ensemble de frais, rémunérer nos partenaires. Exactement, one shot. Et ensuite, on a 20% sur le caride intéressent. Les montants les rentabilités évoquées sont des rentabilités nettes de caride. On parle toujours net de caride comme si on se mettait à la place du client. En gros, mais c'est quoi? C'est 11 50%? Combien on vise? Ouais. Plutôt 12-18. Plutôt 12-18. Là, on est en train de dealer une pièce. Si on y arrive, on va y arriver parce que la deal est fait, il est facturé. On attend simplement d'être payé, en gros. Et ça sera du 22 points, un truc comme ça. Mais je ne veux pas donner des chiffres parce que j'aime pas vendre des chiffres. Je trouve que c'est toujours fallacieux. Pourquoi les marchands, enfin les vendeurs,
font pas ton travail à toi? Alors d'abord, le marché de l'art, il est scindé entre le premier et le second marché. Premier marché, c'est tu travailles avec un artiste, l'artiste te confie la pièce, et la pièce, tu la vends et tu partages les marges. Mais à ce moment-là, tu n'as pas acheté l'œuvre. Donc ça, ce métier-là, c'est un métier de promotion que les galeristes premier marché savent faire, mais ils ne savent pas faire le second marché. L'autre, donc voilà, ça c'est une raison. Donc les galeries premier marché, ils n'ont pas l'expertise pour ça. Ensuite, les galeries second marché, ils savent le faire. Et tu poses une question qui est pour moi fantastique dans notre modèle économique et qui fait, j'espère, qu'on va fonctionner. J'attaque tout de suite dans le dur sur ça et sur les convictions qui sont les miennes, mais pour que ça fonctionne, pour qu'une boîte fonctionne, il faut que tout le monde soit content. Tu vois, j'aime bien dire un deal heureux, c'est un deal où tout le monde est heureux, tu vois. Et un bon deal, c'est un deal où tout le monde est heureux. Et il faut que les investisseurs soient heureux, mais il faut que les galeristes soient heureux. Les galeristes, pour très bien comprendre, et vraiment j'insiste en parlant lentement, avec gravité sur ça, mais les professionnels du marché, mais c'est fondamental. Et si on a compris ça, on a tout compris. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas et pourquoi je pense qu'on est sur des perspectives de croissance qui vont être stratosphériques? C'est parce que le marché de l'art n'a pas accès à la dette. Donc un marché qui n'a pas accès à la dette, c'est un marché fondamentalement artisanal. Okay. Ça vient à l'idée d'à peu près personne de dire que tout simplement parce qu'on aime les bagnoles, on va monter une écurie automobile. Ça nécessite des financements, ça nécessite de l'expertise, ça nécessite des grosses équipes. Le marché de l'art, c'est pareil, sauf que les gens du coup qui ont accès à cette expertise et qui sont capables de la déployer sont des gens qui sont multimillionnaires, pour pas dire milliardaires. Donc déjà, ça réduit pas mal de monde. Ensuite, ces gens qui ont des galeries, qui sont marchands, s'occupent d'un nombre d'artistes restreint. Ça peut être 5, 10, 15 artistes. Nous, notre spectre, comme il est de confier des pièces à des galeristes qui n'ont pas accès à la dette, il est d'aller sourcer, baquer et proposer des centaines d'artistes différents. Donc notre volume, il est énorme. Parce qu'on a accès à de la trésorerie d'investisseurs particuliers qui, à partir de 20 000 euros, peuvent diversifier leur patrimoine, investir. Et s'ils avaient voulu acheter le soulage tout seul, il aurait fallu 2 millions. Là, avec 100 000 euros, potentiellement, ils font 5 fois 20 000 et ils investissent sur 10 millions d'euros de marchandises. Un peu comme une SCI dans l'immobilier. Sauf que l'immobilier est un marché structuré, plutôt local. Il évolue dans un secteur particulier, ce soit nationalement, soit régionalement. Mon Picasso, mon Warhol, je vais le vendre dans le monde entier. Donc ça apporte à mes clients, selon moi, un degré de sécurité énorme, parce que si Paris s'enrhume, il fera beau à New York. Ok. Toi, sur les 700 transactions que tu as faites, combien de TRI? Combien de rendement? Alors ça, c'est mon associé qui, lorsqu'on s'est associé, a dit je mets le nez dedans et je regarde très précisément, il est meilleurs chiffres que moi. Je crois qu'on est je crois qu'on doit être à un peu plus de 30 points par deal, quelque chose comme ça, 36 points sur une durée de détention moyenne de 1,9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc 36 points, pas en TRI. Moi, surtout pas le mot que je veux dire, extraordinaire. C'est extraordinaire pour moi. J'espère que mes clients sont satisfaits de mon travail et de notre travail. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes. Envoie-moi ton RIB. C'était adorable. Je te confie 1 million. Dans 2 ans, je suis quasiment sûr d'avoir 300 000 euros net de frais. Quasiment sûr. Alors quasiment sûr, c'est clairement pas. Alors tu sais, on est une société qui est régulée par l'autorité des marchés financiers. Si je dis c'est quasiment sûr, ils voient l'interview, ils m'appellent tout de suite et ils pètent l'agrément. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que j'aurais dû le dire plus tôt, mais on est la première société régulée. Tu sais, nous on pense, par l'AMF. C'est quand même, tu vois, sur notre agrément PSFP, c'est quand même pas rien. Une société de marché de l'art régulée, c'est pas facile. Il y en a d'autres qui ont essayé.
avant nous qui n'ont pas réussi. Je crois que c'est vraiment l'association d'expertise de François et de la mienne qui nous a permis du temps et beaucoup de rigueur qui nous a permis de faire ça. Mais c'est surtout pour nous un moyen de dire au marché et à nos clients investisseurs de créer une nouvelle classe d'actifs. Très clairement, on est en train de se passeporter pour la Belgique, pour la Suisse, pour l'Italie, assez rapidement. Donc on a des ambitions internationales parce qu'on a des gens qui ont envie de se diversifier et qui ont envie en plus de leur placement immobilier, financier, d'être sur un actif différenciant, qui résiste à la crise de manière quand même assez rigoureuse, assez forte, qui résiste à l'inflation. N'oublions pas que c'est un bien meuble, qui évolue sur un échiquier international et qui est beaucoup plus liquide qu'on ne le croit. C'est-à-dire que le marché de Picasso, c'est pas un marché qui baisse du jour au lendemain, si tu veux. C'est pas un marché qui disparaît. C'est un marché qui est ancien et c'est un marché qui est relativement stable. D'ailleurs, si on regarde les rentabilités de ces marchés sur ces grands artistes, c'est pas des rentabilités énormes. C'est pas des artistes dont les croissances ont été fulgurantes ces dernières années. C'est une croissance, tu vois, entre 5 et 15% en fonction des artistes. Mais nous, notre boulot, il est moins de se dire que demain le marché va augmenter. Il est de se dire on achète hyper bien maintenant un marché dont l'offre se raréfie, dont la demande augmente, dont évidemment des œuvres qui sont achetées par des gens qui sont riches, et donc ça crée un effet ciseau avec une augmentation mécanique des prix vers le haut. Voilà, assez simplement. Mais c'est pas notre postulat. Je t'ai jamais dit on va parier que demain le marché allait bouger et dans 3 ans ça vaudra tant. Nous, notre boulot, il est d'acheter bien tout de suite, une œuvre bien achetée, c'est une œuvre bien vendue dans un délai qui est relativement raisonnable. Mais avec plaisir pour le RIB et le million d'euros. On fera un super portefeuille. Allez. Ok, et justement, si quelqu'un veut mettre 1 million et être le seul invest, c'est possible? Alors, c'est possible, on peut le faire, mais pour quel intérêt? Ouais. Pour quel intérêt? C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait, tu sais, pour nous, arriver avec un client qui vient avec 1 million, qui a fait potentiellement 20 deals, c'est 20 fois où j'ai une chance de lui apporter une bonne nouvelle. Il se dilue complètement, il dilue tout son risque. Si tu veux te composer un portefeuille artistique, plutôt... Un investisseur, qu'est-ce qu'il veut? Si on enlève toutes les considérations morales, etc., tu vois, ce genre de choses, un investisseur, il cherche de la sécurité de l'actif, il cherche de la liquidité, il cherche du rendement ou de la plus-value, il va chercher une facilité, une gestion, si tu veux, simple, il va de manière annexe essayer d'aller optimiser sa plus-value, etc. Donc moi, mon premier critère, c'est la sécurité de l'actif. Donc si tu veux, on n'est pas en train d'investir dans une action où potentiellement tout peut disparaître. Les artistes sur lesquels on se positionne, c'est les 150 plus grands artistes dans le monde, on achète des pièces à partir de 200-300 000 euros jusqu'à 5 millions. Pourquoi? Parce que c'est le gros ventre du marché, c'est là où on a un rapport opportunité d'achat, volume et valeur le plus j'allais dire, équilibré. Et donc vous avez un catalogue d'opportunités? Alors, c'est quoi? Vous avez une œuvre là en ce moment par exemple? Alors, de manière très concrète... Et vous closez, comment ça se passe? Alors, de manière très concrète, on repère une pièce, on se positionne, on fait enchérir le SPV sur l'œuvre, on négocie un délai de paiement, par exemple, de 3 mois, on active notre réseau de clients, de membres, en leur disant « il y a une pièce qui va arriver bientôt, est-ce que ça vous intéresse ?» Ils se positionnent dessus et ils la collectent. Et ça se fait extrêmement rapidement. C'est-à-dire que là, on a un tableau de soulage qu'on a présenté il y a quelques semaines. Toi, tu co-investis? Ah oui, ou Matisse co-investit ou pas? Alors, Matisse ne co-investit pas, ou alors peut co-investir de manière à la marge. Par contre, nous, en tant que dirigeants, François et moi-même, ouais, bien sûr, on prend des positions dans nos deals. Mais à chaque fois Quasi systématiquement. Alors, le portefeuille de François est un peu... Ouais, mais je sais pas, faut pas que ce soit un argument. Soit un argument. Ouais, mais on n'a pas envie de le mettre en avant. On se pose la question. Peut-être que demain, en fait, on pourra créer une espèce de fonds comme un trésor de guerre qui co-investirait. Si vous mettez 10 balles à chaque fois, si on investit, on investira le minimum, au minimum, c'est-à-dire que 20 000 euros. Si tu veux, que ce soit sur un deal à 300 000 ou un deal à 5 millions. On ne pourra pas investir moins. On est tenu aux mêmes règles. Oui. Tu vois, moi, je me dis, les mecs sont skin in the game. On a tous mis des billes sur l'intégralité, sur la quasi-intégralité de nos deals, de manière personnelle, que ce soit même nos associés,
C'est vrai, hein, nos associés, nos salariés ou nous-mêmes. D'accord. Et donc là, il faut s'inscrire. Il y a Alors, des opportunités en ce moment. Alors, il y a des Quels sont les opportunités. biens, Alors, les œuvres, pardon. on a deux opportunités. On a une pièce de Hans Hartung. À mon avis, tu te connectes. Je pense qu'elle va être collectée entre aujourd'hui et demain. J'adore. Elle va. Tu sais, le soulage, alors il y a cet effet d'appel, et nous, on ne doit pas tomber dedans. Je réponds à la question, hein, mais on ne doit pas tomber dedans. C'est-à-dire que tu dis, tiens, t'achètes un Basquiat, même si le TRI annoncé, il n'est pas élevé, en fait, ça rassure tellement les gens qui vont collecter comme des malades. Moi, j'adore parce que c'est assez. Ouais, mais on ne fait pas de rendement. Alors, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de rendement, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'appel en fonction du nom. Évidemment, nous, on est hyper attentifs à délivrer un TRI qui est conséquent, c'est la réputation de notre activité. Donc, fondamentalement, ce qu'on veut, c'est arriver avec... Si on vient avec un grand nom, c'est super, mais c'est pas obligatoire. On peut arriver avec un grand nom, mais il faut que le premier critère, ce soit le rendement. Si tu veux, on ne privilégiera pas le nom pour la collecte au détriment du rendement parce qu'on sait très bien qu'à terme, on le paierait et puis de toute façon, ce n'est pas la promesse qui serait tenue aux investisseurs. Les pièces qui sont présentées actuellement, c'est une pièce de Hans Hartung. Ah oui, pardon, juste pour terminer sur le Soulage, on a présenté le Soulage, il y a eu un effet Pierre Soulage, on l'a collecté en 48 heures, on avait collecté 2 millions, tu vois. C'est assez fantastique, c'est Soulage. Et puis, on va présenter une pièce de Fontana ou de Albers, et puis on va mettre 5 jours pour collecter 800 000. Là, aujourd'hui, on est sur une croisière de collecte d'à peu près un peu plus d'1 million par semaine, un petit peu plus d'1 million par semaine, ce qui fait qu'on va se concentrer sur des deals entre 500 000 et 3-4 millions d'euros maximum. Donc les plus petits deals qu'on a pu faire, c'était peut-être 200 000, et le plus gros, ça a dû être 3,5 millions à ce jour. Et vous avez une liste d'attente ? Alors, on n'a pas de liste d'attente, c'est un peu le premier servi, on ne pourrait pas. Je crois que l'AMF ne nous le permettrait pas. Par contre, on a des gens qui s'inscrivent sur la plateforme et puis une fois que le deal est envoyé, ils disent voilà, j'ai envie de me positionner. Et puis c'est le premier servi, le premier à dégainer qui se positionne dessus, qui sera membre du SPV. Et c'est quoi le désavantage à passer par vous ? Parce que donc l'œuvre, elle coûte 2 millions. Vous prenez 200 000. Ouais. Ouais. Un caride. Ouais. Donc il y a beaucoup de frais. Ouais, nos carrides, il est de 20%. Je trouve que c'est on est très indexé sur la performance du client aussi. Je le vois pas comme quelque chose de désagréable, je le vois plutôt comme les moyens en fait qu'on se donne pour pouvoir gérer une entreprise dans de bonnes conditions et donner la possibilité à des clients d'avoir accès à des deals auxquels ils n'auraient pas accès. Vraiment, je reviens sur ce que je disais au début, mais ce marché, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si t'as pas, je parle en qualité d'investisseur, mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu n'as pas de l'expertise et du réseau, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, c'est très 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 compliqué. On donne accès au réseau, on donne accès à l'expertise et tu peux te positionner à partir de 20 000 euros. Alors, nos clients en moyenne, je crois qu'ils doivent... Parce que, je te coupe, mais tu vois, on parle beaucoup des seeders, comme Altaroc, Pécan, etc. Et une remarque qui revient de plus en plus, depuis la création de Altaroc par exemple, et je trouve ça super ce qu'ils ont créé, je leur souhaite vraiment de réussir, mais il y a beaucoup de gens qui me disent nous on ne mettra jamais chez eux, les frais sont beaucoup trop élevés et ça n'a aucun intérêt. C'est un peu une remarque un peu française de dire ça, c'est-à-dire que de regarder les frais plutôt que de regarder la performance. Enfin, si vous savez prendre 20 points de performance ou 15 points de performance ailleurs sans frais, je suis hyper content pour vous. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de le faire soi-même. Mais la chance de se planter, pour moi, elle est complètement déraisonnable. Elle est déraisonnable. D'accord. Donc là, en ce moment... Hans Hartung. On a une pièce de Hans Hartung, on a une Combien pièce de Niki de Saint-Phal, c'est une pièce à un peu moins de 300 000. La pièce de Niki de Saint-Phal, pareil, ça va être une pièce dans les 300 000 euros. Et puis on va ouvrir des deals à 1,5 million, 2 millions d'euros. C'est toi qui valide les œuvres ? Alors moi, je suis directeur du comité artistique qui inclut le comité d'acquisition, le comité de cession. J'ai le dernier mot. Après, on a une façon de fonctionner qui est... Alors, la façon de fonctionner, elle est très collégiale. J'ai le dernier mot, mais bon, j'ai rarement exercé ce dernier mot de manière autoritaire. Et puis surtout, quand les œuvres sont achetées, c'est déjà qu'on a les éléments de sortie. C'est-à-dire que comme les galeristes sont en attente de ce type d'opportunité,
avant d'acheter la pièce, on les sollicite et on leur dit tiens, j'ai un beau Et donc, c'est un soulage, jeu où est-ce il que faut ça pas peut que vous soyez t'intéresser? trop transparent Avec qui? avec les galeristes. Non, parce que eux vont nous Parce partager que les leur. mecs Ils peuvent vont pas nous- vous dire attendez, vous foutez de notre gueule, vous l'avez acheté à 1 million, vous nous le vendez à 1,5 million. Alors, j'allais dire deux choses. D'abord, ça les regarde pas et ils en savent rien jusqu'à ce qu'on leur dise. Mais si on leur dit, c'est parce qu'eux vont faire des marges, ils vont opérer des marges qui sont conséquentes derrière. Mais vraiment, il peut y avoir des marges. Alors ça, c'est vrai que Et pourquoi vous leur dites derrière? on peut leur dire par transparence vis-à-vis d'eux ou par bonne entente dans les relations qu'on a avec eux. Mais t'as acheté un bien, tu vois, je reviens sur l'exemple de l'immobilier, t'as acheté un bien à 12 000 euros, enfin, qui vaut 12 000 du mètre. Si tu le vends 11, le type qui l'achète, il fait une bonne affaire. Ok? Que tu l'as acheté 3 ou que tu l'as acheté 7, est-ce que le mec qui l'achète 11, il fait quand même une bonne affaire? C'est tout. En fait, de savoir combien on a gagné, je veux dire, ça regarde à peu près personne. Ce qui est important, c'est de savoir combien on va apporter en rentabilité à nos clients. Et on a à cœur de leur apporter la rentabilité la plus importante dans les délais les plus courts possibles. Donc, le galeriste, puis attention, tu vois, quand on vient avec une œuvre à 2 millions, on vient peut-être pas qu'avec une œuvre avec 2 millions. On peut venir avec un caldaire à 1,5 million. On peut venir avec un tableau du buffet à 2,5 millions, etc. Potentiellement, on peut te monter un stand avec 25 millions, avec 0 € décaissé. Donc, si tu veux... Vos fonds ne sont pas éligibles 150 au BTR puisque c'est de la dette. Alors, les fonds ne sont pas éligibles aux 150 € Mais BTR, on peut créer une boîte. mais on peut créer une boîte. Ok. Et après, je peux investir dans les SPV avec la boîte. Voilà. T'as tout compris. Et en fait, nous, on devient conseiller de l'activité, effectivement. C'est très clair. Ok. Très clair. Ok, super. Comment tu as découvert ce marché de l'art? Pourquoi tu fais ces études? Alors moi, je suis né à Djibouti. Alors, c'est la partie intimité, tu vois, pour nos auditeurs. Alors, moi, j'ai fait des études. Je suis né On à a commencé très Djibouti. fort avec ta moustache. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis né à Djibouti en Afrique de l'Est. J'ai grandi jusqu'à mon bac. J'avais pas nécessairement de famille en France. Et me poser la question de cette francité, qu'est-ce que c'est, etc. Tu vois, j'avais assez peu d'idées, mais fondamentalement, je me sentais pas de culture djiboutienne. Tu vois, c'est un pays dont on peut être assez loin, en tout cas nous Français, dans nos valeurs. Alors, il y a plein de choses qui nous rapprochent, mais il y a des choses tu vois, qui peuvent nous éloigner aussi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis alors que je ne connais pas mon pays? Eh bien, je me suis rendu compte que c'était probablement l'éducation de mes parents, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui était accrochée Parce que sur tes mon parents, c'était mur. quoi? Ils sont architectes, ils travaillent dans le bâtiment à Djibouti, ils sont restés là-bas. Hein. Mon père, c'est un Schlaggy-Schlago qui se balade en short, si tu veux. Tu vois, à Djibouti, et il vivra là-bas, il mourra là-bas. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu rigolo là-dedans. Et puis depuis 77, tu vois, il est vraiment acclimaté. Et puis moi, j'y ai vécu, donc j'y passe du temps. Je peux y retourner assez régulièrement avec mes enfants aussi. Juste, je sais que mon destin professionnel, il n'y a pas de musée à Djibouti, donc si tu veux, il est pas là-bas. Et donc, je m'intéresse à ce que c'est tout ça. Et puis, je lis. Et puis, là, après la lecture, la démarche assez naturelle a été d'aller dans les musées. Évidemment, au musée du Louvre, et puis ensuite au musée d'Orsay, et puis on va à Pompidou, on n'y comprend à peu près rien, et on se dit, mais comment on en est arrivé là? C'est quoi cette continuité? Et puis j'ai été piqué de curiosité, et puis je me suis rendu compte que les œuvres d'art, c'était probablement la chose la plus inutile et la plus fondamentale. Hein. Quand on part et qu'on laisse tout derrière soi, ce qu'on prend souvent, c'est un tableau qui est en fait la mémoire d'une famille, la mémoire d'une histoire. Lorsque ces grands Bouddhas ont été détruits, on a considéré à juste titre que c'était la mémoire d'un peuple qui disparaissait, d'une civilisation. Et quand on regarde avec une longue vue notre patrimoine culturel, civilisationnel, finalement, tu vois, ce qu'on laisse, c'est les tableaux, c'est les œuvres, c'est l'architecture. Tu vois, quand tu vois Pompéi, ben voilà, tu regardes l'architecture, qu'est-ce qui reste? Voilà, il reste des œuvres, etc. Il a finalement la photographie d'une civilisation, c'est ce qu'elle a produit de plus beau, plus important, et c'est beaucoup
les productions artistiques. Et en ce sens, j'ai un rapport très particulier aux œuvres, parce que très respectueux aussi, puisque j'ai la conviction qu'on est des dépositaires des œuvres d'art. Finalement, je l'ai acheté, j'en suis propriétaire, mais qu'un certain temps, ensuite ça ira à mes enfants ou à quelqu'un d'autre, où ça sera vendu, où ça sera transmis, etc. Et finalement, on n'en est que responsable à un temps défini, et puis nous subsisterons bien plus longtemps qu'on existera. Comment tu résous le dilemme création artistique transcendant toute matérialité? Comment tu résous le dilemme de la créativité versus argent? Le marché, ouais, bien sûr. Alors, j'ai compris ta question, et je pense qu'il ne faut pas le prendre exactement comme ça. Mais dans mon esprit, j'ai les conservateurs du musée qui sont des passionnés d'art, désintéressés, et qui sont pour, j'en sais rien, qui aiment le côté transcendant de la création artistique. Mais les marchands aussi aiment la transcendance, sinon ils auraient fait avocat ou autre chose. S'ils font ça, c'est pas que pour des raisons entrepreneuriales et financières. C'est pas que. Alors c'est des histoires fantastiques, mais à un moment donné, on est dans ce marché parce qu'on aime le beau, parce qu'on aime vivre avec les œuvres, parce que ça nous transcende effectivement, et ça dit beaucoup sur ce qui on est finalement, ce qu'on aime aussi. Mais comment tu fais pour dire? Je te réponds. Je te réponds. J'adore cette rose. Bon, mais je te la fais si tu veux à 50 €, mais... J'ai très bien compris ta question. En fait, il faut revenir à quelque chose d'un peu plus matériel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'exclure, mais c'est assez français en fait, cette vision très romantique de l'art, que je comprends très bien, qu'on me pose souvent. Donc je pense qu'il faut revenir à des considérations qui sont plus matérielles. C'est-à-dire que les Demoiselles d'Avignon dans l'atelier de Picasso au bateau Lavoir en 1907, etc., avant d'être le chef-d'œuvre qu'il est devenu, c'était un tableau qui traînait dans l'atelier qu'un type avait besoin de vendre pour payer sa peinture. Et en fait, je reviens à des considérations très matérielles, parce que c'est d'abord ça. On a évidemment l'image lorsqu'on parle du marché de l'art, on parle des milliards, on parle des centaines de millions, on parle des records, mais il faut savoir qu'il y a 73% des œuvres qui sont vendues, qui sont échangées, qui s'échangent à moins de 1 000 $. Donc c'est beaucoup d'œuvres. Il y a plus de 90% des œuvres qui sont échangées dans le marché de l'art mondial, qui s'échangent à moins de 50 000 $. Donc d'abord, on vit dans un peu plus de 90%. Donc il faut comprendre qu'on vit d'abord avec... Je suis devant toi, mais les tableaux derrière moi, il y en a devant toi, derrière toi également, etc. Donc tu vois, les œuvres, on vit avec, on les habite et elles nous habitent. Mais avant d'arriver ici, il y a peut-être eu une commande. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait un besoin de fabriquer. Mais ce besoin de fabriquer, il n'est pas complètement à opposer à une volonté de montrer, et donc à une volonté de créer un partenariat avec un galeriste, et donc à une volonté de vendre. Parce que c'est parce qu'il va pouvoir vendre qu'il va pouvoir continuer à payer son atelier, continuer à payer ses pinceaux, pouvoir voyager, s'inspirer et produire de nouvelles pièces, etc. etc. Mais la rose, elle est belle. Elle est belle, mais en fait, ce qui intéresse l'artiste avant d'avoir créé, avant que le tableau soit fini, c'est la création du tableau. Il y a beaucoup d'artistes auxquels je pense qui, une fois que leurs tableaux sont réalisés, je ne vais pas dire qu'ils s'en désintéressent, mais ils les voient comme un objet terminé et complètement indépendant, presque indépendant d'eux. Donc, si tu veux, à un moment donné, l'objet, il rentre dans un circuit marchand assez traditionnellement. Et ça, c'est pour, j'allais dire, essentiellement le 19e et le 20e siècle. Mais tu regardes à la Renaissance, ou un petit peu avant, au Moyen-Âge, lorsqu'il y a un tableau qui est fait d'une descente de croix ou d'une vierge à l'enfant, etc. Enfin, je te rappelle que le lapis lazuli vient d'Afghanistan, et l'or qu'il y a sur le tableau, il provient de carrières, etc. Donc en fait, la production, les coûts de production liés au tableau, c'est plus cher que ta baraque. Ça vaut des caisses. Donc ce sont des commandes passées par des ecclésiastiques ou par des aristocrates à des gens extrêmement compétents qui ont totalement conscience que le coût de la production de leurs œuvres va être faramineuse. Donc si tu veux, l'enjeu financier dès le départ, au moment de la création,
a toujours existé. Quand tu prends un bloc de marbre et qui vient de Carrare, enfin, il a fallu il a fallu l'extraire. Donc, tu extrais 8 mètres cubes de marbre, tu le fais arriver. Il y a un type qui bosse dessus pendant à peu près 8 ans de sa vie. Et puis, quand il arrive au niveau du visage, il se rend compte qu'il est complètement fendu au niveau du visage. Et tout le boulot qu'il a réalisé, poubelle. Et on recommence. Donc, si tu veux, les coûts liés à ça, ils sont énormes. Ils sont énormes. Cet enjeu financier, qu'il soit dans la commande ou dans la nécessité de vendre, a toujours existé. Donc, pour répondre très clairement à ta question, évidemment que l'œuvre d'art, lorsqu'on la voit aujourd'hui, elle est éthérée dans un musée et on ne se projette pas en tant que propriétaire. Mais quand tu regardes les cartels de ces tableaux, ils ont tous eu des propriétaires. Et s'ils sont là, c'est parce que l'artiste a pu produire. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont eu les moyens financiers de réaliser des pièces. Alors moi, j'ai découvert quand j'étais adolescent que les artistes faisaient aussi ça pour l'argent. Et je suis tombé vraiment dénu parce que je pensais que les mecs étaient comme ça dans leur cave à dessiner pour la gloire. Pour la gloire et pour... Ça veut pas, il faut pas les opposer, c'est juste que la commande ou la mise en circulation de manière financière des œuvres, en fait la vente, tout simplement, ça leur permet de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est tout. C'est les moyens qui sont permis à un artiste de pouvoir produire et de faire effectivement des choses pour la gloire. Enfin, il y a quand même un sacré paquet d'artistes qui font ça pour la gloire, mais effectivement, s'ils n'ont pas les moyens derrière, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Prenons l'actualité chaude de Elon Musk, où je sais pas, il y a une... Comment ? Ou Elton John aussi. Ouais, ou Elton John. Ouais. Non, Elon Musk, qui est où, je crois, ils ont voté une espèce de super rémunération à, je sais pas combien, 24 milliards, enfin, je sais plus combien, enfin, des sommes assez stratosphériques. Moi, je suis à peu près convaincu qu'Elon Musk fait ça pour la gloire. Juste, il fait pas ça sans l'argent. Mais je pense qu'il fait vraiment ça pour la gloire. C'est pas l'un contre l'autre. Et c'est quoi le lien entre décoration et art ? Alors ça, c'est une très bonne question. Le lien, tu sais, on oppose souvent ouais, on oppose la décoration. Je pense qu'il y a un rapport utilitaire, en réalité. C'est-à-dire que l'œuvre d'art existe en tant que telle, sans excuse, alors que la décoration est une espèce de faire-valoir pour embellir un espace. Et donc, c'est un peu le gros mot de l'art décoratif qui, en fait, n'aurait que pour seule ambition ou ambition majoritaire, non pas justement de transcender l'humanité ou d'apporter quoi que ce soit, mais plutôt de créer un espèce de beau qui a un beau très consensuel et qui est lié à un moment particulier. Alors que tu prends Vierge au lapin de Titien, en fait, je pense que c'est, ou l'Expo Brancusi qui est actuellement au Centre Pompidou, je pense que c'est beau de manière universelle. Ouais, j'adore. Ah bah c'est un des plus grands artistes au monde, je pense. Mais ça sert à rien. Alors je pense que la personne... C'est comme dans La Vérité si je mens, la plus belle des références. C'est assez ça rigolo, rien, tu mais mets on ça dans adore. un coin et puis tu regardes. C'est ça. puis Et c'est ça vaut tout. 40 plaques, ouais. Et la femme de ménage est Annie Kainamen. Avec le miroir. On adore. Je pense que ça a surtout servi pour la personne qui l'a réalisé, qui pour lui est un moyen d'expression qu'il avait besoin d'exprimer, de réaliser de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est une œuvre d'art, C'est une expression sensible. Parfois, pardon d'être un peu terre à terre, moi j'ai un côté aussi très paysan, mais parfois tu vois des trucs et tu te dis putain. Alors on pourrait faire. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont. Tu dis ça parfois ou pas ? Tu dis putain, ils vendent ça 500 000 euros, c'est une escroquerie ou quoi ? Non, il faut vraiment. Alors, ta question, elle est double. C'est-à-dire que tu fais peut-être une erreur d'associer la considération artistique de la valeur de marché. En fait, si on doit vraiment se poser la question de savoir si ce qu'on achète vaut ce qu'on achète, si tu veux, quand tu vas payer ton smoothie 8 balles, tu vois, est-ce que ça vaut 8 balles, quoi ? Est-ce que ça vaut un SMIC ? Non, mais posons la question. Tu vois, quand tu achètes une pinte à 8 balles ou à 10 balles quelque part, est-ce qu'en fait, tu as besoin de travailler 1 heure pour t'acheter un demi-litre de bière ?
c'est assez concret, tu vois. Donc la question financière, c'est une question que c'est pas que je veux pas la voir, c'est que là fondamentalement, la question financière évolue dans un marché. Il y a un marché qui est mondial, il a ses propres règles comme à peu près tout. Ensuite, la question artistique, pardon. Tu dis c'est un jeu particulier avec ses règles propres. Oui, c'est un jeu avec ses règles propres, mais comme tout. T'es d'accord ou Mais pas? comme tout. Mais comme tout, mais de toute façon que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça fonctionnera sans toi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de milliers, de millions, de dizaines de millions, de centaines de Si millions on peut-être dissertait sur d'acteurs. la pinte à 8 euros, ok, c'est un jeu avec ses règles. C'est un T'es jeu avec d'accord ses ou pas? règles. Voilà, quand tu es à Paris, dans des endroits un peu chics, tu payes 10 balles ta pinte, et puis c'est comme ça, quoi. 12 balles ta pinte. Puis c'est comme ça, tu vois. T'acceptes pas. Tu vois, sauf que ton tableau de Warhol, si tu veux, si c'est un chef-d'œuvre de Warhol, si c'est une des 6 Marilyn de 2 mètres par 2 qu'il a réalisé, bon, bah écoute, t'as pas beaucoup de possibilités. Tu la veux pas, et si tu la veux, combien tu la payes? Comment tu fais toi pour screener le marché? Donc on disait tu fais Les ventes aux ventes aux enchères, les enchères. galeries, Ouais. etc. C'est essentiellement ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous remontent des deals, des opportunités. T'étais en Suisse là. J'étais en Suisse pendant une semaine pendant la foire de Bâle. La semaine prochaine, on sera à Londres pour les ventes aux enchères qui ont lieu à Londres, justement, chez Sotheby's, chez Christie's. Et puis, on se balade dans le monde entier. Tu connais tout le monde? Bien sûr qu'on connaît tout le monde avec la pire taxe carbone possible. On est un peu malheureux, mais effectivement, on connaît tout le monde. C'est un peu le prix à payer pour nous. Ok. Vos clients, comment vous les cherchez? Comment vous les trouvez? On a beaucoup de clients qui viennent à nous parce qu'ils ont entendu parler de nous. Qui fait ça par où? Anaxago le faisait un peu. Alors c'est pas Anaxago, c'est Anaxago à travers son fonds qui s'appelle le French Art Fund, mais lui il est structuré sous forme de fonds. Donc il y a des différences qui sont notables dans la structuration des deals et par conséquent dans le choix des artistes. Parmi elles, nous on est accessible à partir de 20 000 euros, eux il faut être investisseur professionnel et à partir de 100 000. Nous, tu as mis 20 000 dans un deal, on a débouclé le deal, tu as récupéré ton argent. À travers un fonds, il faut attendre la liquidation du fonds, donc 6 ans plus 2. Voilà, plus 1. Donc c'est des durées qui ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, il y a aussi le choix des pièces, c'est-à-dire qu'en fonction du montant qu'il va lever, l'AMF lui permettra ou pas d'aller sur tel ou tel type d'artiste. Si tu lèves 25 millions et que tu as 17 millions d'euros consacrés aux œuvres d'art, nous on est pure player. Anaxago, c'est un fonds qui a une partie, en tout cas qui entend avoir une partie pour avoir de la liquidité dans des actions, etc. S'il te reste 25 c'est qui? C'est Masterworks? Alors, juste pour terminer, s'il te reste 17 millions, en gros, c'est difficile d'acheter c'est difficile de capter une opportunité à 3 millions. Parce qu'en fait, ça prendrait trop de place dans le portefeuille. Nous, à partir de 20 000 euros, une fois que la pièce est vendue, on liquide la boîte et ensuite tu récupères ton cash. Et on peut tout à fait aller sur des deals à 1 million, 2 millions, 5 millions. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Masterworks, c'est un modèle américain extrêmement important pour nous, avec des différences aussi qui sont tout à fait notables dans la communication. C'est-à-dire que j'espère que tes auditeurs iront sur le site de matisse.club, mais ils n'auront pas accès. Ils n'auront pas accès au deal flow. Donc tu disais tout à l'heure, effectivement, nous on a pour ambition d'avoir toujours un deal sur l'étagère, mais une fois que le deal est collecté, il disparaît de l'étagère. C'est-à-dire que tu n'as pas de visibilité sur les deals passés, et si tu t'es pas connecté et que tu n'as pas enchéri, tu n'as pas accès au deal futur. Enfin, au deal au deal. Donc ça, c'est important, et c'est lié à la particularité de notre marché, qui est de garder la préciosité des œuvres. Si tu veux, le collectionneur final qui achètera la pièce n'a peut-être pas envie de savoir que la pièce elle a appartenu à une société qui a investi dans l'art. Voilà. Donc c'est un peu la question. C'est un peu, pardon, je reviens, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Le particulier, même si tu sais que ton appart, tu fais une bonne affaire, si tu sais que ça appartenait à une SCI financière, ça te fait chier de payer la plus-value des autres. Et en fait, en France, effectivement, ça nous fait un petit peu chier de payer la plus-value des autres. Dans le marché de là où on vend des choses inutiles à des gens qui n'ont pas besoin, je comprends que la notion de provenance soit importante. Et donc de préserver la provenance et la fraîcheur de l'œuvre, comme un bien immobilier qui serait sur le marché depuis trop longtemps, personne n'en voudrait. Pour préserver la fraîcheur de l'œuvre, eh bien, on préserve comme ça, on préserve. Donc ça, c'est une différence qu'on a avec Masterworks qui est conséquente. Et ensuite, sur le choix des artistes. Eux appellent beaucoup d'artistes qui sont, j'allais dire,
plus à la mode, plus trendy, ils collectent rapidement sur ça, mais ce qui en fait que des artistes plus trendy leur apporte probablement un peu moins de sécurité. Nous, si tu n'as pas 40 ans de track record, on ne regarde même pas. On ne regarde même pas parce que le premier sujet, il est d'apporter de la sécurité à nos clients européens. Eux, je ne suis pas sûr que la sécurité soit leur principale préoccupation. Et vous, vos œuvres, est-ce qu'elles peuvent se retrouver dans des maisons de vente aux enchères ou pas? Alors on pourrait, sauf que la maison de vente aux enchères, en vendant aux enchères, on maîtriserait le temps de vente. On sait que la vente a lieu dans 1 mois, la pièce est vendue dans 1 mois, on est payé sous 2 ou 3 mois, mais tu ne maîtrises pas le prix de la vente. Et en vente aux enchères, tu as quand même 15, parfois 20% d'invendus, et soit parce que les lots sont trop chers, soit parce qu'à ce moment-là, à cet instant T, il n'y avait pas preneur. Tout à l'heure, je te parlais de la dette, l'accession à la dette par les professionnels du marché de l'art. Eh bien, ces professionnels du marché de l'art, ils peuvent voir, et comme ils gèrent leur propre patrimoine, ils n'ont pas accès à des fonds qui sont illimités. Donc, s'ils voient une opportunité d'un tableau à 3 millions, mais ils n'ont pas les 3 millions, même si ça en vaut 10, mais qu'il faut décaisser 3, s'ils n'ont pas les 3, ils ne peuvent pas aller voir un banquier pour leur dire « prêtez-moi les 3 ». Sauf que si ça tombe à 3, nous, on est là. Ok. Bon, très bien. T'es entrepreneur? Oui. Il y a un complexe de la taille souvent chez nous. Il faut toujours que ça soit le plus gros possible, le plus ambitieux, le plus profond. Il y a toujours une connotation au vocabulaire un peu sexuelle. Pourquoi il y a ce truc-là? Alors ça, j'en sais rien parce que moi, je me sens pas du tout comme ça. Je me sens pas du tout comme ça. Ma première préoccupation, pour être très sincère, même si je suis entrepreneur, c'est d'abord servir mes clients. Je pense que Oui, mais il faut faire un gros TRI. Voilà, si tu me dis on fait 8, non. En fait, je cherche pas nécessairement à faire... Enfin, je suis content d'arriver avec un gros TRI, mais si tu veux, à un moment donné, quand tu délivres du 27% à un client ou du 110%, en fait, c'est la même nouvelle. Tu vois, tu peux adorer le foie gras, tu peux adorer la truffe, et en fait, la truffe au foie gras, fondamentalement, elle t'apporte pas grand-chose de plus, tu vois. Et ton client final, évidemment, sur son porte-monnaie, c'est pas la même chose, mais en fait, ton client à 27%, s'il fait du 27%, il continuera d'investir avec toi, et en fait, l'effet sera à peu près le même. Donc, je suis pas... Ma première préoccupation, elle est de servir mes clients au mieux. Je suis très porté sur mes clients. Pour moi, c'est ce qui est le plus fondamental. Mais vraiment, j'ai ça chevillé au corps, et mon associé, c'est la même chose. Et ensuite, advienne que pourra en fonction de ce qu'on aura fait. Mais je pense que c'est plutôt réalisateur dans le sens où si on travaille bien, en fait, ça arrivera. Voilà. Donc c'est une bonne question, mais c'est moins une question pour moi. Je pense que la pire des choses pour n'importe quel entrepreneur, ça serait de partir avec des mauvais objectifs. Moi, mon objectif, il est de servir mes clients, il est de créer une nouvelle classe d'actifs et il est de donner la possibilité à des professionnels du marché de l'art à avoir accès à un cash flow, accès à des œuvres auxquelles ils n'auraient pas accès en temps normal. Donc notre boulot, il est de liquéfier d'un côté le marché et de créer une nouvelle classe d'actifs de l'autre. Voilà. Et après, si ça se fait en France, uniquement en France, à l'étranger, par contre, ce qu'on doit vis-à-vis de nos partenaires, même de nos clients, de nos membres, et puis de moi, de mes salariés, de mes associés, c'est de faire le mieux que je peux. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a levé 3 millions d'euros récemment, pour pouvoir, peut-être tu passer ça dans la presse, pour pouvoir justement s'étendre rapidement à l'étranger, parce que il y a de l'argent à l'étranger, parce qu'il y a une volonté de se diversifier, parce que cette classe d'actifs, fondamentalement, n'est pas maîtrisée. Et on adorait être capable de proposer ça à nos clients. Et on pense que s'ils sont contents, on sera tous contents. Si on fait un peu ta psychanalyse, ton analyse, est-ce que tu as identifié des trucs qui te drive au quotidien? Ou en tout cas qui t'ont révolté, qui t'ont poussé à vouloir monter ta boîte à 24 ans? Question. Alors oui, très clairement. C'est très marrant comme question, parce qu'on me la pose assez peu. Mais très clairement, en fait, quand tu travailles dans ce marché, je t'ai dit tout à l'heure, on me posait la question de mais d'où tu viens, tu vois, toute cette question de légitimité. Et la meilleure histoire qui est racontée aux clients qui collectionnent, c'est de leur expliquer qu'ils doivent acheter avec leur cœur et que peu importe le prix, s'ils achètent quelque chose qu'ils aiment, ils seront toujours contents de leur achat. Et en fait, je trouve que c'est une super explication.
Et la réalité, c'est quand tu commences à dépenser. Moi, j'ai toujours voulu collectionner. Quand j'ai 25 ans, j'ai pas une bille. Et je me dis, très Contrairement à bien, maintenant. très bien. Alors, j'en sais rien, mais plus qu'à 25 ans, ça c'est sûr. Je me dis que 2000 euros, 4000 euros, 5000 euros pour moi pour acheter une œuvre à l'époque, c'est énormément d'argent. Et en fait, c'est toujours beaucoup d'argent. C'est-à-dire que on l'achète avec ses moyens. Et quand tu achètes un tableau à 100 000 euros ou à 1 million d'euros, qu'on te dise ah, mais vous inquiétez pas, si c'est le tableau que vous aimez, c'est le bon tableau. D'accord, mais si en fait votre tableau il vaut 200 000 balles et que tu le payes 1 million, bah, en fait, t'es juste quand même pas content. T'es pas content. Les clients qui sont venus me voir quand j'ai commencé à bosser en me disant ah, c'est très intéressant, moi aussi j'investis dans l'art, très bien monsieur. Et là, il nous montre ces tableaux et il me dit vous connaissez? Oui, je connais. Et ça vaut quoi? Je lui dis bah, ça vaut entre 2 et 3 000 euros. Et là, le type devient blanc, comme un linge. Et il me dit mais ça a beaucoup baissé. Je les ai achetés 35 000 balles. 35 000, tu te rends compte? Et je lui dis non monsieur, ça n'a jamais monté. Et en fait, si t'aimes ton tableau, pourquoi pas juste achète-le au bon prix. Achète-le au bon prix. Il n'y a rien qui t'empêche, il n'y a rien qui s'oppose à acheter une œuvre que t'aimes au bon prix dans cette discussion. Et moi, je trouvais absolument injuste, mais vraiment injuste, que les opportunités soient réservées aux professionnels du marché d'art qui se posent moins la question de savoir lorsqu'ils achètent une pièce est-ce qu'ils l'aiment, plutôt que de savoir combien ils vont la revendre. Et donc, c'est un petit peu suivez les conseils que je ne m'applique pas à moi-même. Et ça, évidemment, je trouvais ça terrible. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai bien vu aussi la limite des professionnels du marché de l'art, des marchands, des galeristes, qui n'avaient pas la trésor pour supporter des opportunités, qui en fait en étaient. Et ma précédente activité, on avait un client pour une œuvre, alors on s'est essayé un petit peu, on a fait des indivisions, etc. Mais globalement, on avait un prix transactionnel moyen de 150 000 euros, on avait des clients qui achetaient des pièces à 100, 200, 300 000 euros, mais on n'avait pas le deal à 3 millions qu'on était capable de capter. Donc on voyait le deal à 3 qui pouvait potentiellement en vouloir 4,5, en valoir 4,5, et juste parce qu'on n'avait pas la trésor, elle nous passait sous le nez. Et ça me rendait malade. Donc pour répondre à ta question très clairement, d'un côté, je trouvais que le discours qui était tenu aux clients investisseurs n'était pas toujours raisonnable. Parce que moi, j'aurais pas accepté qu'on me vende ça. Et d'un autre côté, je voyais le besoin de financement des galeristes qui n'arrivaient pas à capter ces pièces qu'ils auraient dû acheter. Ok. Et si on remonte avant, à l'adolescence ou l'enfance, qu'est-ce qui fait que du coup, en toi, tu as ce moteur qui te donne envie de prendre à bras-le-corps cette problématique que tu as pu identifier dans le marché de l'art? Alors, je ne l'ai pas identifié à 15 ans. Mais peut-être... Non, mais ça, tu l'identifies, je sais pas, quand tu as une vingtaine d'années. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu dis, bon, ok, putain, ça me révolte, je vais en faire un truc? Très simplement, je dois avoir à peu près cet âge-là, 24, 25 ans. J'ai travaillé en société de vente aux enchères, enfin j'ai fait des stages en société de vente aux enchères internationale, et t'as pas un truc en qui t'a galerie. révolté enfant? Non, Qui t'a c'était pas une révolte, à l'exception de ces 2 points. Je voyais qu'il y avait une place de marché qui était stratosphérique. Ok. Je lui parlais à un client simplement en lui disant, bah écoute, tu vois, si tu peux aimer la chose que tu achètes, mais tu peux l'acheter au bon prix. Et puis de voir ces galeristes... Ça n'a jamais monté, monsieur. Ouais, c'est terrible. Mais c'est terrible de dire ça parce que t'as envie de couper la tête du messager. C'est terrible de dire ça, tu vois, et tu te dis, mais je me suis fait arnaquer, c'est une mauvaise presse. En fait, c'est bon pour personne à la fin. T'as quelqu'un qui a fait un one-shot, mais il ne leur vendra jamais de tableau derrière. Les pièces, ça ne recirculera pas. Le type, il se dit, ok, je me suis fait arnaquer une fois. Le type, il est bien sympa avec ses moustaches, mais en fait, pourquoi est-ce que je lui achèterais un tableau à lui? Parce que potentiellement, il me fait la même chose. Enfin, etc., etc. Il n'y a rien de bon à faire ça. Pour personne. Pour personne. Et puis, pour répondre à tes questions, effectivement, j'ai 25 ans. J'identifie ces deux problématiques qui, pour moi, me sont importantes. Et puis surtout, j'ai rien à perdre. En fait, on dit toujours, tiens, mais attendez... Comment tu trouves tes premiers clients? Évangéliser, prendre mon bâton de pèlerin et puis aller voir tout le monde, n'importe qui. On a créé des collections de type... qui jamais s'étaient posé la question d'acheter un tableau dans leur vie, qui en fait trouvent ce milieu peut-être un peu snob, dont ils n'en sont pas socialement proches, et puis tu sais, on rend la culture gratuite pour tout le monde le dimanche, premier dimanche du mois, tous les musées sont gratuits en France. Pour autant, c'est les mêmes personnes qui y vont. Donc si tu veux, c'est pas rendre accessible le musée, c'est pas le fait de ne pas le faire payer, c'est le fait d'en parler. C'est le fait d'aller voir les gens.
C'est de leur donner accès à cette culture qui n'ont pas. Et ça, il faut les prendre par la main et c'est pas tout n'est pas une question d'argent, encore une fois. Et je dis, plus de 70% des œuvres qui s'échangent à moins de $1000. Donc en fait, c'est quand même, c'est beaucoup de monde en fait. C'est énormément de monde qui se dit, bah tiens, je pourrais acheter un tableau aujourd'hui dans l'année, je m'achète une œuvre à 1000 euros. Voilà, une œuvre à 1000 euros dans l'année. En fait, ça paraît pas con. Il y a plein de gens pour qui c'est possible de faire ça. Ils se décoreraient Mais si on te répond, je peux en avoir 1000 sur Google Images. Ah bah écoute, si tu veux, mais je comprends que tu me fasses ça, que tu me dis ça, mais il y a un tableau derrière moi et il y en a plein devant moi, donc je pense que il y a des enjeux évidemment sociaux de posséder des œuvres d'art. Il y a une notion d'argent, c'est évident, mais il y a aussi le fait de vivre avec un objet qui est une production humaine et qui a juste il y a une qualité à la production réelle, matérielle. Tu vois, la plante, c'est une table en bois, il y a une qualité à ce bois qui serait pas du formica, tu vois. Il y a une qualité au bois, il y a une qualité à quelque chose qui est fait à la main par l'homme. Et les NFT, on en fait quoi alors ? Les NFT, en fait, ils ont d'abord d'un point de vue purement financier, ça a beaucoup monté, ça a beaucoup baissé, et ça a monté pour des mauvaises raisons. Les NFT, n'oublions pas ce que c'est, donc les non-fungible tokens, c'est un certificat. Un NFT n'est rien d'autre que ce soit une œuvre d'art, ce n'est rien d'autre qu'un moyen de sécuriser une authenticité, une provenance, etc. Tu vois, la blockchain, etc., tu l'associes à la blockchain. Mais en fait, le sous-jacent derrière, la qualité de la production, une œuvre digitale, depuis les années 80, il y a des œuvres digitales. C'est pas une production nouvelle, l'œuvre digitale. Tu prends une œuvre digitale, tu peux la transformer, tu peux la NFTiser, la tokeniser et l'insérer dans la blockchain si tu veux. Mais la qualité de l'œuvre est moins liée au NFT qu'elle est liée à la production de l'œuvre. Donc en fait, tout le monde s'est intéressé et a pris le mot NFT comme l'œuvre d'art en tant que telle. Mais finalement, le NFT n'est là que pour sécuriser une œuvre digitale qui n'a rien d'avant-gardiste. Ça date des années 80, avec les ordinateurs. Donc en fait, il existe des œuvres digitales depuis plus de 50 ans. Et il se trouve que on leur a donné un moyen de les certifier. Mais en fait, tu sais, tu prends un tableau de Picasso ou de Warhol, il y a un catalogue raisonné qui est réalisé. Tu prends le Zervos de Picasso, il y a un catalogue raisonné. Est-ce que le tableau est dans le certificat ? Est-ce qu'il y a le tableau est dans le catalogue raisonné, pas le décatalogue raisonné ? Point, c'est tout. Il est là, ton certificat. Si tu veux, ça existe déjà. Donc, ce que les gens ont acheté, c'est pas des œuvres, c'est des certificats. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils se sont dit qu'ils s'étaient peut-être un peu fait avoir. D'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu as toujours été habitué à travailler avec des équipes assez réduites. Là, à mesure que Matisse, et je te le souhaite, que ça continue à grandir. Merci. Et ça cartonne. Merci. J'entends j'ai plein de sources différentes qui me disent que ça marche très fort. Merci beaucoup. Comment tu vois le recrutement de tes 15, 20, 50 collaborateurs ? Alors, comment tu fais pour t'entourer, toi ? D'abord, je tiens à dire que on est une société qui a une capacité de mise à l'échelle qui est énorme, avec un nombre de collaborateurs qui est restreint. C'est-à-dire qu'on peut gérer 2 milliards à moins de 50 personnes, sans aucun problème. C'est-à-dire que quand tu organises un transport, que ce soit pour une pièce d'une œuvre, de manière très concrète, de Paris à New York, que ce soit pour une œuvre ou que ce soit pour 20 pièces, c'est la même demande de devis. Et que tu achètes une pièce à 1 million d'euros et que maintenant tu dis j'achète des pièces à 10 millions d'euros, il y a ça pas reste une limite ? une pièce. Tu me parlais tout à l'heure de 80, si, on a une limite. 80 sur 1000 biens, par exemple. Machin, on va dire, bon, tu 5. mets le doigt sur la limite. Tu mets le doigt sur la limite qui est la taille donc de 5 notre sur marché. 1000. Ouais, mais tu mets le doigt sur la limite, sur la taille du marché. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que... Non, mais avec 2 milliards, vous vivez très bien. Ouais, avec 2 milliards, on vit très bien. Il y a 1400 milliards d'actifs détenus chez les particuliers dans le monde. Sur un marché où il n'y a pas de dette. Donc si demain on vient avec du cash et qu'on achète les pièces... Et pourquoi il n'y a pas de dette ? Mais parce que tu peux pas aller voir ton banquier en disant prêtez-moi 1 million, j'ai une super affaire à faire. Et on peut pas créer un fonds de dette. En tout cas, lui ne sait pas valoriser l'actif. C'est toujours la même chose. Mais tu sais, les commissaires-priseurs, c'est des officiers du ministère public aussi.
Écoute, créer un fonds de dette. Après, les œuvres d'art. Spécialisé dans... La difficulté, c'est que ton bien immobilier, il peut t'apporter du rendement quand tu loues ton bien. L'œuvre d'art, c'est un actif improductif. Donc, créer un fonds de dette sur un actif improductif, je pense que ça peut être compliqué. C'est lié à la capacité d'acheter et à la capacité de vendre. On fait un métier de marchand de biens, sauf que tu viens nous voir et on finance ton bien. En fait. Alors, j'aime bien, alors c'est marrant que tu dis ça parce que je dis souvent ça. Je passe de la boucherie de province à l'épicier italien de quartier chic, tu vois, au réseau d'épicerie chic. J'aime bien dire ce truc-là, c'est un truc qui m'amuse. Alors, on est des épiciers quand même. Alors, t'as raison, mais on est des épiciers haut de gamme et tout notre travail consiste à le mettre à l'échelle. Et la meilleure façon de le mettre à l'échelle, si tu comprends fondamentalement notre activité, tu comprends que le meilleur réseau de sourcing des œuvres, elle vient des professionnels du marché de l'art eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est rendu indispensable auprès des milliers de professionnels du marché de l'art eux-mêmes dans le monde qui nous disent « j'ai accès à Swarol, je ne peux pas l'acheter, achetez-le », tu vois que notre sourcing, il est extrêmement plus facile et que notre activité, elle consistera quasi essentiellement, je caricature, mais à recevoir des dossiers et valoriser des pièces et accepter ou pas des dossiers. Et là, en fait, ça peut aller vite. Ton expertise, en plus, elle est tenue sur 150 artistes. Donc, en fait, à un moment donné, tu as un type qui est spécialisé dans 3 artistes, un autre type qui est spécialisé dans 10 artistes, un autre type qui est spécialisé... Et en fait, si tu veux, tu tiens beaucoup avec presque rien. Presque rien. Et ça, c'est notre capacité à mettre à l'échelle qui, je pense, est réelle et ce que les gens n'arrivent pas à faire dans ce métier. Et j'ai l'impression qu'on est en train de le faire. On est en train de le mener à ce jour. Et là, tu as combien d'équipes avec toi? Tu as combien de personnes? On est une quinzaine de personnes. On a levé 3 millions pour se développer à l'étranger. Tu es associé avec François Carbone? Avec François Carbone, oui, tout à fait. Qui est l'ancien qui est toujours chez Anaxago? Non, qui n'est plus à Anaxago. Lorsque on se rencontre, effectivement, moi j'avais mon activité, tu vois, de conseil en achat et vente, et il me dit, écoute, on se rencontre, c'est électrique, c'est-à-dire qu'on comprend lui avec sa capacité à mettre à l'échelle, et moi avec mes équipes et ma capacité d'expertise. Mais on se dit, mais putain, mais il y a une place de marché stratosphérique, on est trop heureux, on se rencontre, on se parle. Et on sait qu'en fait, on va se revoir et qu'on va faire un truc ensemble. Mais on le sait. Mais vraiment, c'est très impressionnant dans la vie d'un entrepreneur où tu dis, tiens, il y a un truc. Et on est tous les deux, évidemment, il n'y avait pas la même équipe, mais on était des entrepreneurs à succès dans nos domaines, respectés dans nos domaines. Et lui, ce qu'il fait, moi, ce que je fais, et on se rencontre, on se dit, mais il faut créer un truc. Et il me dit, je dis, par contre, ouais, mais moi, c'est ma vie. En fait, toi, tu es un type hyper talentueux, tu sais faire plein de trucs. Moi, je sais faire que ça. Donc, en fait, je fais que ça. Et il me dit, OK, on va faire que ça. Et il quitte Anaxago. Il quitte toute fonction dans Anaxago. Et aujourd'hui, il me dit, OK, on va créer une boîte. Ouais, j'en sais rien, c'est une question qu'il faut lui poser. Il doit lui rester un petit truc. Mais je pense que son vrai sujet, en tout cas, il n'a aucune fonction opérante dans l'activité. Voilà. Et je pense que c'est assez minime. Voilà. D'accord. Parce que c'est un entrepreneur, donc il aime bien mettre des billes dans plein de boîtes, etc. Mais je sais qu'il n'a aucune fonction opérante dedans. Et puis c'était un peu la condition. Si on se met ensemble, c'est on quitte chacun respectivement nos activités pour pouvoir ensemble créer quelque chose. D'accord. Sur l'authenticité des œuvres, c'est toi qui le fais? Alors, c'est pas moi directement qui le fais, mais on a des équipes pour ça et c'est extrêmement cadré. Une fois de plus, on est une société régulée par l'AMF, on a des considérations financières très fortes, mais une due diligence également sur les œuvres et sur notre actif qui est conséquente. Donc, on a tout un... C'est quoi la part de faux dans le marché? Alors, c'est une question... Alors, je vais répondre à ta question précisément, mais si tu me permets, avant, on va segmenter le marché. On va le segmenter le marché, je vais te donner 2-3 chiffres. Il y a une œuvre sur 2 qui est vendue dans le marché de l'art mondial qui a été réalisée par un artiste après 1945. Il y a 94% des œuvres dans le marché de l'art mondial qui s'échangent, tu vois, tous les ans, qui a été réalisée après 1870. Donc tu comprends déjà que le marché mondial, c'est un marché essentiellement du XXe siècle. Là où il y a des faux ou des mauvaises attributions, je pense à l'Homme au casque d'or qui était le chef-d'œuvre de Rembrandt du musée de Berlin,
lorsque le Rembrandt Project a déclaré que ce n'était pas une œuvre de Rembrandt, mais une œuvre de l'atelier de Rembrandt, fondamentalement, le tableau était toujours aussi beau, aussi important, tu vois, il y a toutes ses qualités. Sauf que c'est plus un Rembrandt. Et donc, ils l'ont un peu relégué derrière une porte, etc. Et ils se sont fait un peu tirer par les doigts et ils ont jeté l'opprobre sur le musée. Mais fondamentalement, l'œuvre était belle. Est-ce que c'était un faux ? Non, c'était une mauvaise attribution. Donc, dans notre marché, on a affaire à des mauvaises attributions et à des faux. Et ça, c'est essentiellement lié à un marché de l'art ancien. L'art du XXe siècle est extrêmement organisé. Il y a des catalogues raisonnés. Il y a des comités, il y a des héritiers, des ayants droit, et il n'y a pas un artiste ou très peu d'artistes de la seconde moitié du XXe siècle qui a laissé sortir une œuvre de son atelier sans qu'elle ne soit pas photographiée. Donc, soit les artistes sont encore vivants, Soulages était vivant jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans, et aujourd'hui il y a le comité Soulages et il y a les catalogues raisonnés. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Est-ce que le tableau est au catalogue, il n'est pas au catalogue ? C'est aussi simple que ça. Donc pour nous, dans le comité, moi qui suis responsable du département art, donc de l'acquisition jusqu'à la cession, il y a effectivement la partie due diligence qui en fait est une partie qui se fait, je ne vais pas dire elle se fait rapidement, mais elle se fait avec rigueur, mais elle se fait rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ensemble de cas, c'est est-ce qu'il y a le certificat ? Oui, non. Est-ce qu'il est au catalogue raisonné ? Oui, non. Est-ce que vous avez appelé le comité Calder qui a authentifié la pièce ? Est-ce qu'il y a le numéro d'inventaire du comité Calder sur cette œuvre de Calder ? Oui, non. Il nous manque un critère. Ça passe. Il y a plein d'œuvres de Warhol. Il y a quelques pièces de Warhol qui sont des œuvres très anciennes, qui ne sont pas au catalogue raisonné, sur lesquelles on n'ira jamais. Peut-être qu'elles sont authentiques. C'est juste c'est pas mon problème. Donc on n'a pas de sujet on touche du bois, mais on n'a pas de sujet quant à l'authenticité des pièces comme celle-ci. Il y a trop de critères, si tu veux. Tu sais, j'ai lu quelques ouvrages de faussaires ou de gens qui évoluaient dans le milieu de l'art et à les lire. Toujours de l'art ancien. T'as l'impression que... Oui, je les connais très bien. Alors, c'est assez croquignolesque, toujours la même chose. C'est-à-dire que t'as un type qui fait une fausse monnaie et t'as l'impression que toute la monnaie est fausse et tu te demandes si c'est ça alors que le type a indité 500 billets. Là, c'est un petit peu la même chose. Ça arrive, mais c'est marginal, quoi. Non, mais c'est nécessairement arrivé et ça arrivera, mais ça arrive sur des choses que tu peux reproduire, sur lesquelles tu peux avoir un doute. Si tu veux, tu n'as pas de doute quant au tableau de Soulages. Est-ce qu'il est au catalogue raisonné ou est-ce qu'il n'est pas ? Est-ce qu'il a été photographié ? Est-ce qu'il est référencé ? Oui ou non ? Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Tu sais, c'est des démarches que n'importe qui peut faire et que nous, on fait systématiquement. Pourquoi ça me fait penser à un truc ? Moi, j'ai une famille plutôt de gauche et j'ai l'impression que chez les intellectuels de gauche, l'art contemporain, c'est pas bon, quoi. C'est mal vu. Alors, quelle gauche ? C'est bien parce qu'on rentre dans les considérations politiques. Quelle gauche ? Sociologue. Sociologue, les radicaux de gauche. Conservateurs de musée. Ouais, alors c'est plutôt une gauche qui avait des tendances un peu communistes dans les années 60-70. Ouais, voilà. Ouais, on connaît bien. Alors, c'est Deleuze qui disait ça, c'est plutôt d'actualité. C'est être de gauche, c'est d'abord penser au monde, puis à son pays, puis à sa famille, puis à soi. Être de droite, c'est exactement l'inverse. Voilà. Pour la citation rigolote maintenant, qui est assez d'actualité. Voilà. Alors, d'abord, il y a un lien entre une pensée de gauche et la culture, qui a toujours eu et qui est important. On peut être de gauche et investir sur Matisse ? Et c'est marrant. Je te laisse répondre. C'est un copain qui me disait ça il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, est-ce que je suis de gauche, mais est-ce que je peux encore est-ce que je peux ne pas être végétarien, tu vois, j'aime trop la côte de bœuf, est-ce que je peux être de gauche sans être végétarien ? Il me posait cette question, évidemment, j'aime bien penser le monde, on va se retrouver assez vite tous les deux là-dessus, parce que j'aime bien penser le monde de manière essentielle comme ça. Alors évidemment, c'est un peu des grandes coupes, mais ça permet de le comprendre assez vite. On peut être de gauche tout à fait... et sur le rapport de la gauche à l'art... Je te rappelle quand même que l'exonération de l'assiette taxable des œuvres d'art dans l'assiette taxable de l'ISF, c'était fait par Fabius, qui n'est pas réputé pour être un homme de gauche, de droite, lapsus rigolo, de droite, et ça a été fait sous Mitterrand, les premières années de son mandat, et qui était encore un gouvernement de gauche.
Donc si tu veux, lorsque Mitterrand arrive, il augmente par 3 le budget de la culture, on crée les fonds régionaux d'art contemporain entre 80 et 83, enfin tu vois, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc oui, de gauche, c'est tout à fait, louable et raisonnable. Est-ce qu'on peut Ah, mais tu vois, moi être... j'ai évolué dans un milieu Est-ce où qu'on peut investir? j'étais Oui. très proche de ma grand-mère qui était très à gauche. Pour elle, c'était impensable que, tu vois, la merde qui est derrière toi, pour elle, c'est des dessins, enfin, tu le penses aussi peut-être, mais tu vois, c'est des dessins d'enfants, quoi. Ou un Basquiat, elle m'aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Alors, C'est honteux, enfin... je pense qu'il y a beaucoup. Alors, je pense pas qu'elle aurait dit ça nécessairement, ou alors Non, c'est parce que elle c'est une s'exprimait elle est mieux, très traditionnelle, mais il y a toujours eu un lien. Enfin, il y a les artistes sont Une plutôt de méfiance. gauche, les musées, Non, on tu est vois, une plutôt de méfiance gauche. des marchands. Non, mais ça, c'est une problématique qui est relativement française en réalité. C'est-à-dire que, encore une fois, ça rejoint le sujet de tout à l'heure, qui est le lien entre, j'allais dire le rapport romantique à l'œuvre d'art. Tu vois, il y a un rapport romantique où on extrait complètement la considération artistique de la considération financière. Mais moi, j'ai pas de problème si. En fait, là Oui, où ça me sont pose dans la problème, ligne, quoi. c'est les gens qui sont de gauche et qui te disent on veut pas investir dans les œuvres d'art, mais par contre, on n'achète pas de tableaux nous-mêmes. Bah, comment tu veux que les artistes vivent à un moment donné? Soit de gauche et achète des tableaux et puis critique le marché, j'ai pas de problème. Mais à un moment donné, tu l'achèteras et donc forcément tu rentreras dans le système marchand. Et puis un jour, tu auras un problème et tu auras envie de le vendre. Et puis tes enfants en hériteront potentiellement, ou tu n'auras pas envie de leur transmettre parce que tu es contre l'héritage, parce que tu es de gauche. Et dans ce cas-là, parce que tu sais que c'est la meilleure façon de perpétuer les inégalités, dans ce cas-là, bah, tu l'auras vendu. Ou alors tu l'auras brûlé. Si tu le brûles, c'est pas une bonne chose. Si tu le donnes à un musée, tu le défiscalises. Il faut qu'ils te le prennent. Si tu le transmets, bah, tu es quand même un peu de droite. Hein, et puis si les enfants veulent pas, ils le revendent et puis ils s'associent à un gain sur lequel ils n'ont pas immobilisé d'argent. Donc c'est compliqué de valoriser d'un côté la méritocratie et ensuite organiser la gestion du patrimoine. Tu vois, moi aussi je suis un peu de gauche. Est-ce que tu penses que l'art peut contribuer, ou en tout cas donner des clés dans le cadre d'un dérèglement climatique que l'on connaît Ce qui est sûr, et qui s'accentue? Ce qui est sûr par rapport à ta question, c'est que les artistes sont extrêmement préoccupés par les problématiques de leur temps. Ça a toujours été le cas. Donc effectivement, les sujets liés au territoire, à l'immigration, c'est des sujets qui sont fondamentaux en fait et qui traitent systématiquement. C'est pas des gens qui vivent dans une cave et qui sont extraits des considérations naturelles qu'on vit tous. Donc c'est des sujets, et on le voit bien à la Biennale de Venise, dans toutes ces grandes manifestations artistiques internationales. Effectivement, le sujet de l'écologie et le sujet de la place de l'homme à travers les frontières, d'homme et de la femme, à travers les frontières, c'est un sujet majeur, récurrent, extrêmement traité par les artistes actuels. Et dans ce sens, il y a peut-être une réponse sensible à aller chercher auprès d'eux, bien sûr. Et pour le petit passage politique, puisqu'on est dans les législatives, je crois que la culture, c'est vraiment le grand oublié de tous les partis actuellement. C'est quoi les 3 points qu'il faudrait traiter selon toi? Question très compliquée. Là, tu étais ministre de la culture. Ouais. Tu as 3 trucs à faire. C'est quoi les chantiers Très compliqué. Moi, j'essaierai d'abord... Alors, c'est étonnant de dire ça, et de commencer par ça, mais moi, j'opterais pour une fiscalité artistique européenne. Il n'y a pas d'uniformité fiscale en Europe. Ça veut dire que tu es italien, tu achètes un tableau aux États-Unis, tu l'importes, tu as 10% de frais d'importation, de taxes d'importation. Tu es français, tu payes 6,5. Et t'es un autre pays, t'en payes encore moins. Donc en fait, si tu veux, quand t'es riche et que t'as de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais venir ton tableau à Charles de Gaulle, et puis après t'es dans un espace Schengen, t'as une libre circulation des hommes et des marchandises, et tout à fait légalement, sans aucun problème, mais sans aucun problème, de manière légale. En fait, t'as économisé 3,5%, sauf que sur 1 million, ça fait 35 000. Et les frais, ils vont où? Ils vont à l'Europe et à la France? Ouais, oui, à la France. Ouais, à la France.
Ils vont à la France. Alors qu'effectivement, si tu veux, l'italien pourrait Tu contribuer disais que tes à quelque parents chose de sont plus. architectes. Ouais. Moi, j'ai un très bon ami, son père est architecte, et lui, alors c'est un peu différent de l'art, mais ça me fait penser à ça. Lui, il milite pour, tu vois, qu'on enseigne l'histoire de l'art. Non, Non, c'est sûr, c'est incontestable. Moi, j'ai fait on n'a pas l'histoire de de l'art. culture. Non, mais il n'y a pas de culture artistique. Les Italiens en ont, mais il n'y en a clairement pas suffisamment. Et encore une fois, je pense que apprendre et rencontrer les œuvres d'art, c'est tout simplement rencontrer le monde. En fait, c'est de faire de la philosophie sensible, hein, les œuvres d'art. Et ça, c'est accessible à tout âge. On a tous ouvert son bouquin d'histoire géo, où on a vu ce tableau de Delacroix à l'âge de 12 ans, ou peut-être plus tôt, et puis on étudie la Révolution, et puis on voit la liberté guidant le peuple, et on Donc, voit cette femme, le fiscalité. sein nu, etc. Non, mais l'enseignement, il est fondamental. Fiscalité. Non, c'est pas un, uniformisé. je le mets pas, parce que là, c'est une question De qui est jetée l'éducation. comme ça. Mais l'éducation, elle est fondamentale. Elle Ok. est Et le troisième fondamentale. point, c'est quoi? J'en sais rien, mais si tu me permets de botter en touche et créer peut-être un lien que j'ai envie de dire, c'est entre le lien entre les artistes et les entrepreneurs. C'est-à-dire que les deux sont des gens qui créent un besoin auprès d'un public. C'est-à-dire que fondamentalement, on n'a pas besoin de moi, qu'on n'avait pas besoin tu vois, du énième stylo, de McDonald's, ce que tu veux. Mais l'artiste, il crée quelque chose sur fonds propres. Il loue son atelier, il l'investit, donc il y a des moyens de production. C'est un vrai capitaliste, l'artiste. Hein. Il y a des moyens de production, il loue son atelier, il investit, il produit, il s'associe avec un distributeur, le distributeur vend, il partage les Et fonds. il répond à quelle problématique alors? C'est pas Tu qu'il sais, il y a la répond, pyramide de c'est pas- Maslow. Alors bah, Et clairement, le alors, dernier étage, c'est bien qu'on a sûr, besoin de bien sûr, transcendance, bien sûr. on a besoin de... Alors lui, il répond clairement à un besoin de transcendance, mais il répond aussi à un besoin social et à un besoin financier. Il est incontestable que les œuvres Non, mais d'art, chez le client. c'est les trois services qu'apportent les œuvres d'art à leurs propriétaires, artistique, social et financier. Artistique, intellectuel, transcendance, Ok, spirituel, ouais. Social, ouais. ça fait Quoi, beaucoup. reconnaissance. Reconnaissance, Et troisième, financier, pourquoi? ça s'achète, ça Il se revend. revend. Ok. Ça s'achète, revend, c'est un actif. C'est-à-dire que si ton tableau derrière toi, il vaut 2 millions un jour, en fait, tu te poseras légitimement la question de savoir si tu vas pas changer de cadre de vie, tu vois, j'en sais rien. Et vendre ce tableau pour changer d'appart, enfin, j'en sais rien. Ou acheter un appart pour Peut-être tes qu'il y a des gamins, acheteurs qui n'ont etc. pas cette considération. Mais il y a plein d'acheteurs qui n'ont pas cette considération. Il y a plein d'acheteurs, il ne faut pas considérer que c'est que ça, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que tout le monde veut bien payer, mais personne n'a envie de payer 4 fois le prix du tableau juste parce qu'il fait bien Non, chez parce que soi et tu je es sais une pas des ce que c'est. premières personnes, c'est peut-être la première personne que je rencontre dans le domaine de l'art qui me dit de ne pas acheter ce que j'aime. Je vous dis pas de ne pas acheter ce qu'on aime, je non, dis mais- d'acheter au bon prix ce qu'on aime. Acheter au bon prix ce qu'on aime. En fait, Tous je les sais mecs pas. que je rencontre me disent non, mais t'embête pas, de toute façon, il y a une règle, c'est achète ce qui te plaît. Bah écoute, qu'est-ce qui te semble raisonnable? Il n'y a jamais de mauvais mais investissement quand on aime ce qu'on a mais acheté. t'adores cet appart et puis tu dis Non. tiens j'ai envie de... Bon pas celui-ci mais si t'adores un appart tu te dis tiens Si, je l'aime beaucoup. j'adore cet appart. Bah, il est très beau, je fais que te le dire. Tu dis tiens j'achète Je te réinviterai alors. avec grand plaisir, boire un café. Tiens j'adore cet appart, du coup est-ce que tu acceptes de le payer 22 000 du mètre? Oui. Non, t'acceptes pas. Pourtant, tu ne vois pas le déménager, tu ne vois pas déménager, tu ne vois pas aller vivre ailleurs, tu ne vois pas tout ça. Juste, t'as pas envie de payer, t'as pas envie de surpayer, c'est tout. T'as envie de payer le bon prix, c'est tout. Nous, notre boulot, il est de donner accès dans de très bonnes conditions à des Moi, je sais particuliers. pas si j'arriverai à faire ça. À faire quoi? En fait, ce serait trop dur. En fait, non, mais je préfère te dire tiens mon argent, fais ce que tu veux. Tu vois? Parce que sinon, à chaque fois, je vais me dire j'aime pas. Mais en fait, est-ce que la question Alors c'est d'aimer, pour ça qu'on est c'est gestionnaire, c'est pour ça que c'est nous les gestionnaires. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui nous disent avec beaucoup, et c'est assez rigolo, qui nous disent avec beaucoup d'affinité, tu deviens schizophrène. cette dis, non, mais attends, pièce, elle est pas j'aime pour pas. moi parce que j'aime pas ça. On dit Non, oui, mais mais j'aime d'accord, pas, mais mais là c'est on a, rentable. on a Voilà. un TRI attendu qui est très élevé, et d'autres qui disent bah tiens, le soulage j'adore, mais oui, le TRI est un peu plus faible. J'exagère un peu, mais l'idée elle est à peu près là. Donc on essaie toujours nous de niveler l'attente avec des TRI qui sont, tu vois, systématiquement à des chiffres dans notre objectif. Pour en fait mettre tout le monde d'accord. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui vont pas vouloir aller sur Pierre Soulages ou sur Warhol, tout simplement. Warhol qui disent désolé, Warhol, j'aime pas Warhol. C'est un artiste américain, capitaliste, qui a parlé d'argent, enfin, j'ai pas du tout envie. Alors que c'est un artiste absolument fantastique, d'un point de vue artistique,
tout simplement, et potentiellement d'un point de vue financier extraordinaire sur plein d'œuvres, parce que c'est un artiste tellement dense qu'il y a plein de zones d'ombre inexplorées et qu'on a envie de mettre en lumière, bien sûr. D'accord. Merci Arnaud, on a abordé plein de sujets. Bon, ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait juste avant, mais si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour vivre une vie épanouie, il y a une question que je pose souvent, on n'a pas pu l'aborder ensemble, mais c'est la question de trouver sa passion. Comment on fait? Tu vois, il y a des gens qui se disent, ou alors peut-être que tu me dis, bah c'est triste, mais il y a des gens qui n'auront jamais aucune passion. Alors non, je ne sais pas si les gens n'auront jamais aucune passion, en tout cas en ce qui me concerne. Un centre d'intérêt. Bien sûr, j'ai très bien compris ta question. Alors d'abord, en ce qui me concerne, moi j'ai pas le sentiment de travailler parce que je fais quelque chose que j'aime et qui m'anime dans mon quotidien. Donc j'ai la chance de vivre de ma passion. Et ça c'est absolument fantastique. Et tous les jours je me réveille et je me couche tous les soirs, presque tous les soirs. Il y a des soirs où tu te couches pas. Où je me couche moins et d'autres matins où je me réveille un peu moins aussi. Mais je me dis systématiquement, je suis très reconnaissant en fait de la chance que j'ai de pouvoir faire ce que j'aime. C'est pas le cas de tout le monde et ça pour moi c'est absolument fantastique. Ensuite, on dit toujours faites quelque chose que t'aimes. Je sais pas s'il faut faire quelque chose qu'on aime tout le temps ou faire quelque chose dans lequel on est bon. Tu vois ? Il y a des gens qui aiment faire plein de trucs, mais qui sont pas nécessairement bons dedans, et d'autres qui font un truc. Moi, j'ai la chance de pas trop mauvais dans un truc que j'adore. Les deux, c'est d'avoir les deux. Mais il faut être capable. À la fois. Bien sûr, mais il faut être capable de trouver ce qu'on aime faire. Et toi, comment t'as fait ça? T'as conscientisé jeune. Putain, c'est ça que je veux faire. Mon dada, c'est l'art. Et en fait, je vais conseiller des gens à l'achat, à la revente. C'est ça mon truc. C'est repérer les opportunités de marché et faire en profiter. Et t'as conscientisé ça quand? Assez tôt. C'était clair? Hyper clair. C'était assez limpide. C'est fou, c'est assez fort. J'en sais rien, mais c'était clair assez rapidement pour moi. Et il y a des trucs qui t'ont amené sur cette, tu vois, sur cette clarté d'esprit. Enfin, comment t'as fait pour arriver sur ce chemin? D'un côté, rien à perdre. Encore une fois, pas d'argent, pas de femme, pas d'enfant. Donc, si tu T'avais veux... des attaches en France? Non. Non, j'étais très libre. Il y avait libre. ça ou pas Non, j'étais attaché à la France, mais j'avais pas d'attache en France. Donc je pouvais aller n'importe où. J'ai toujours été très libre dans tout ce que j'ai fait. Et ça, pour moi, effectivement, je me suis donné la possibilité de cette liberté. C'est incontestable. Et puis je me dis, si demain, tu vois, à l'âge de 35 ans, je suis marié, j'ai des enfants et que je gagne bien ma vie, même si c'est pas le métier que je rêve faire et que j'aimerais faire quelque chose d'autre, c'est très compliqué de t'en sortir parce que tu as quand même ta baraque, ton crédit, et puis tu dois nourrir ta famille, etc. Ouais. C'est pas grave de manger tes cornflakes avec de l'eau, mais t'as pas envie de le faire pour tes enfants, quoi. Donc c'est plus d'attache nécessairement. Donc j'en avais aucune. Donc ça m'a beaucoup aidé dans la réalisation de mes choix. Et puis ensuite, j'ai osé. C'est-à-dire que j'ai compris assez tôt, mais ça vraiment tôt en tant qu'adolescent, qu'il suffisait simplement de demander. Et puis qu'il y avait des grandes chances qu'un jour, ce soit réalisateur. Et comment est-ce qu'on peut aider les gens comment est-ce qu'on peut les inciter à passer à l'action? Trouver sa voie, c'est un travail d'une vie. Je pense qu'il faut être curieux. Moi, je suis émerveillé du monde. Je suis vraiment émerveillé du monde. Je m'intéresse à tout. Et je prends le temps de le regarder. Je prends le temps de le faire. Aujourd'hui, on ne prend pas toujours beaucoup de temps ou pas suffisamment pour faire plein de choses. Des choses qu'on aimerait ou qu'on devrait faire ou qu'on considère être bonnes. Moi, je suis assez rigoureux sur ce que je considère être bon ou ne l'est pas. Et j'essaie de me l'appliquer dans ma vie personnelle et professionnelle et de prendre du temps pour ça. Et si ça m'intéresse, j'essaie d'aller au fond du sujet. Arnaud, merci beaucoup. Merci infiniment. On te suit sur LinkedIn? Avec grand plaisir et sur mathis.club. Ciao, salut. À bientôt.